François Patou qui va nous aborder le thème suivant de la chirurgie bariatrique à la chirurgie métabolique. François, alors tu as un quart d'heure et 5 minutes de discussion. Donc je vais respecter mon temps. Donc juste, cette diapositive a l'air un tout petit peu provocante et humoristique, mais elle ne l'est pas. Ce dessin m'a été adressé par un médecin généraliste qui, dans la même lettre qui accompagnait le patient, j'ai trouvé ce petit dessin qui résume, je pense, parfaitement le paradoxe de cette chirurgie dont le concept, effectivement, est a priori contre nature. Et je crois qu'effectivement, ce problème qu'on va aborder aujourd'hui n'est pas simple et tout à chacun, bien sûr, la première fois qu'on est confronté à ce nouveau paradigme, ne peut que penser cela, mais que vont faire les chirurgiens? Pourquoi les chirurgiens vont-ils s'attaquer au métabolisme glucidique? Donc il faut repartir à la base, c'est-à-dire la chirurgie bariatrique. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Elle s'est aujourd'hui bien installée dans tous les pays occidentaux pour faire face à l'épidémie d'obésité, notamment à ses cas les plus sévères. Donc en gros, la chirurgie bariatrique, si on la résume, c'est une technique qui tente de moduler l'anatomie et la physiologie digestive en modifiant les tuyaux, c'est-à-dire l'estomac et l'intestin. Plusieurs expressions de cette chirurgie, il en existe des dizaines. Les 3 interventions les plus connues en France, celles que je commenterai brièvement, sont ici. L'expression la plus simple, c'est la restriction seule, avec un petit anneau en plastique qui vient limiter le passage des aliments à travers l'estomac. Vous avez ici la résection d'une partie de l'estomac, la sleeve gastrectomie, et puis le gastric bypass, un peu plus complexe, qui allie à la restriction, pour ses inventeurs, ses concepteurs, Mason aux États-Unis, qui allie aussi un degré de malabsorption, c'est-à-dire une absorption moins forte des aliments qui sont ingérés, mais qui passent ici dans une partie du tube digestif non associée au suc et au chyle digestif. Donc voilà le principe de la chirurgie de l'obésité qui a été conçue il y a plusieurs décennies pour traiter le surpoids. Donc si elle s'est installée, c'est parce que ces résultats sont... Moi, je vous parlerai de faits, on parlera après plus de science, et puis d'evidence-based medicine avec le professeur Milgren de Rome. Je vais vous parler des faits, ce que les cliniciens observent. La perte de poids, voilà une étude très connue qui s'appelle la SOS Study en Suède, où nos collègues ont suivi 4000 patients, moitié-moitié, suivis sans être randomisés, avec le traitement médical. Et on voit que si on prend 10 ou 15 ans de recul, effectivement, on parvient difficilement à maintenir le poids des patients obèses sévères. La chirurgie a une efficacité spectaculaire en 2 ou 3 ans, avec inexorablement avec le temps une reprise partielle du surpoids perdu, mais néanmoins, même à 15 ans, un grand delta, une grande différence entre les résultats. Mais le poids, ça n'est qu'un critère de jugement finalement assez secondaire, et donc c'est seulement quelques années plus tard qu'avec 16 ans de recul, nos collègues suédois ont pu pour la première fois montrer qu'en faisant diminuer le poids de patients obèses sévères, on pouvait diminuer leur surmortalité. Et donc cette courbe vous montre le groupe contrôle traité par les mesures hygiéno-diététiques et la prise en charge de l'obésité, et le groupe opéré. Et donc 16 ans après, une mortalité nettement inférieure et significativement dans le groupe des opérés. Cette diapositive permet aujourd'hui, elle fonde les recommandations, permet de dire en consultation aujourd'hui à un patient, une fois qu'il a été bien préparé, vous avez plus de chances, si vous êtes opéré, d'être en vie dans 15 ans que si vous ne l'êtes pas. C'est un résultat fort, un résultat important et qui fonde les recommandations aujourd'hui de cette chirurgie dans des conditions bien sûr très, très encadrées sur lesquelles nous reviendrons. Mais plus encore et plus raffiné, donc cette année, au début de l'année dans le JAMA, nos collègues suédois, toujours eux, ont étudié le critère mortalité par infarctus. On confirmait que le groupe opéré avait 2 fois moins de chances de mourir d'infarctus après plus de 10 ans de suivi. Mais ce qui est intéressant, et ça on rentre ici dans le sujet du métabolisme, c'est que ceux qui bénéficient de cet avantage en termes de diminution d'infarctus du myocarde sont ceux qui, au départ, avaient un hyperinsulinisme de base, les patients intolérants au glucose, voire diabétiques, et c'est ceux-là qui effectivement voient leur taux d'infarctus diminuer. Donc c'est ces patients métaboliquement défavorisés, pas forcément les plus obèses, mais métaboliquement défavorisés qui bénéficient le plus de la chirurgie. Et puis, ultime raffinement de cette étude, très récemment, il y a quelques semaines, juste au début de l'automne, à nouveau dans le New England. Ici, ce sont donc les nouveaux cas de diabète. Les patients obèses sont bien sûr plus sujets à l'apparition de diabète avec le suivi. Et vous voyez ici en rouge, enfin orange, la courbe des patients opérés, en bleu celle des non-opérés. Et vous avez ici une différence très significative après 15 ans de suivi de l'apparition de nouveaux cas de diabète dans les patients opérés par rapport à ceux qui ne l'ont pas été. Donc on voit ici que tout doucement, les résultats nous ont amené les cliniciens qui suivaient ces patients à s'intéresser à l'effet spécifique de la chirurgie et de la perte de poids sur le métabolisme, notamment glucidique.
Et puis ici, il faut parler de cette étude qui est une méta-analyse, qui est un des papiers les plus cités aujourd'hui en diabétologie, toute littérature confondue. C'est un collègue qui a fait une méta-analyse, qui a réuni ce qu'il disposait, des milliers d'études de piètre qualité, rétrospectives, mais dont la somme arrive à des chiffres et des conclusions que les cliniciens connaissent. Et il est assez remarquable qu'il a fallu pour cet article inventer un néologisme qu'on appelle la rémission du diabète, dont la définition prête à beaucoup de discussions, mais donc des patients qui étaient diabétiques lorsqu'ils ont été opérés et qui 2 ans plus tard, ici c'est 2 ans, 2 ans plus tard, ne correspondent plus à la définition du diabète. J'ai appris sur les bancs de la fac de médecine de Lille que le diabète était une maladie chronique, irréversible, que nous pouvions accompagner, soigner, mais pas faire régresser. Et donc ici, vous voyez qu'après l'expression la plus simple de la chirurgie, l'anneau, un patient sur 2, entre guillemets, n'est plus diabétique 2 ans après l'intervention, et ce chiffre remonte à 1 sur 3 sur 4, pratiquement après le gastric bypass. Donc 2 idées, la rémission du diabète observée de façon très régulière chez beaucoup de patients, et un degré différent en fonction de la complexité des interventions, avec la complexité, les résultats s'accroissent. Alors on peut le voir simplement, ici voilà une étude que nous avons faite il y a quelques années sur le contrôle glycémique, il ne s'agit plus ici de rémission, c'est une définition difficile, le contrôle glycémique, combien de patients sont dans les cibles définies par les diabétologues pour qualifier un traitement, un équilibre de satisfaisant. Quand nous opérons des patients diabétiques avec l'expression une fois encore la plus simple de la chirurgie, donc l'anneau gastrique, environ 80% des patients obèses sévères que nous avons à traiter par la chirurgie, avec nos collègues médecins et diabétologues qui participent avec nous à l'évaluation et aux indications, 80% d'entre eux sont au-delà des cibles, ils sont au-delà de 7% malgré les efforts et les traitements médicaux. 5 ans après, donc 5 ans ça commence à faire un bout de vie, quelque chose d'important, vous voyez que ce chiffre est à peine supérieur à 40%, donc près de 60% des patients, passant de 20 à 60, sont dans les cibles. Bien sûr, beaucoup prennent encore des traitements, tous, j'ai trop de cheveux, donc tous sont suivis, bien sûr, bénéficient d'un encadrement. Important aussi la qualité de vie. Le message ici, c'est de dire que ceux de nos patients qui souffrent le plus avant l'intervention sont les diabétiques, et ceux qui bénéficient le plus de l'amélioration offerte par la chirurgie sont les diabétiques. Vous avez ici l'amélioration de la qualité de vie qui, 5 ans après, est patente chez ces patients. Alors, plus rapidement, bien sûr, qu'est-ce qui fait que ce résultat est aussi spectaculaire? Mais la restriction calorique, évidemment, est très importante. Cette diapositive me paraît intéressante. Il s'agit de l'épidémiologie du diabète de type 2 et de son incidence au Danemark durant le XXe siècle. Nos collègues scandinaves sont attentifs et ils comptent très bien leur épidémiologie. Vous voyez que le diabète de type 1 n'a jamais changé, c'est une maladie différente. Le diabète de type 2 s'est effondré comme un coup de hache pendant l'occupation allemande du Danemark pendant la dernière guerre. Donc voilà très bien la démonstration claire que même chez l'homme, chez l'animal c'est démontré largement, chez l'homme on peut, ici bien sûr de façon très radicale, en maîtrisant l'alimentation, on peut changer radicalement les choses en termes de diabète. Mais ce qui est plus surprenant avec la chirurgie, c'est que certaines interventions, notamment le gastric bypass, dont je vous ai dit auparavant qu'il avait une efficacité supérieure, ont une efficacité très précoce. Et un collègue américain dans l'Ohio, qui s'appelle Poriz, précurseur réel de cette chirurgie, qui a écrit un article « Le traitement du diabète est-il chirurgical ?» il y a largement plus de 20 ans. Vous avez ici la date de cet article dans Annals of Surgery, passé assez inaperçu à l'époque. Vous voyez ici que quand on opère un patient qui était diabétique, avec des glycémies très élevées, des traitements par l'insuline, en quelques jours, sa glycémie, alors qu'il n'a pas encore perdu de poids, il est encore à l'hôpital, sa glycémie se diminue de façon très significative. Ça n'est pas américain, ça n'est pas il y a 20 ans. Voilà ici nos 132 premiers patients diabétiques opérés de gastric bypass. Regardez si j'ai reproduit la même courbe. Voilà la glycémie à jeun la veille de l'intervention. Les patients sont opérés ici, et vous avez ici avec les repas, mais vous voyez, regardez, les 3 premiers jours, à l'hôpital, les patients sont dans notre service, les glycémies mesurées toutes les 3 heures, et on a cette remarquable décroissance de la glycémie, y compris postprandiale, chez ces patients qui commencent à manger quasiment normalement au 3e jour. Donc on a ici un fait très étonnant, la rémission précoce avec certaines opérations avant même la perte de poids. Juste pour aller plus loin encore, voilà une étude dont je vais brièvement vous résumer la méthodologie, parce que seul un résultat m'importe aujourd'hui pour vous le montrer. Il s'agit de patients diabétiques, que nous avons évalué avec un repas test avant et après la chirurgie. Chirurgie simple, seulement la perte de poids, seulement la restriction. Chirurgie plus complexe.
Et nous les avons réévalués après 10% de perte de poids, la même perte de poids, mais aussi après 1 an et après 5 ans. Ce qui est assez remarquable, c'est que 26 patients ont été inclus au départ et 25 gastric bypass étaient disponibles pour le repas test à 5 ans. Juste cette diapositive vous montre la glycémie postprandiale. Donc les patients mangent tous le même repas et nous mesurons la glycémie pendant 3 heures après le repas. Par définition, ils sont diabétiques, ils n'ont pas été traités, c'était le principe, pendant 15 jours. Leur glycémie est à 3 grammes au début du repas test. Et elle s'élève de façon identique dans les deux groupes, bien sûr, très différente des sujets normaux. Regardez ici la même perte de poids. L'anneau gastrique, le gastric bypass, tout le monde s'améliore à jeun, mais la courbe n'a plus rien à voir. La courbe de la glycémie après le gastric bypass a une forme très différente. Et ça ne peut être qu'indépendant de la perte de poids, puisqu'on est ici à la même perte de poids. L'autre sujet intéressant, c'est 5 ans plus tard, 25 patients, 26 patients. La seule patiente qui manque est une patiente décédée de chirurgie cardiaque, sans rapport avec l'étude. Vous voyez qu'ici, la remarquable stabilité de cette drôle de courbe postprandiale chez les diabétiques de type 2, dont l'hémoglobine glyquée est 8,8% au départ. Donc voilà ici la démonstration factuelle, aucune explication factuelle de l'efficacité très surprenante de certaines opérations. Et c'est ensuite que vous entendrez parler des différentes des hypothèses aujourd'hui échafaudées pour expliquer cette différence. D'abord par Blandine Laferrère, qui nous vient de Columbia, de New York, qui vous expliquera des aspects notamment hormonaux, et puis ensuite Karine Clément, parisienne, que vous connaissez tous, qui présentera aussi le front de la recherche avec le microbiote, avant bien sûr de passer aux data evidence-based, c'est-à-dire aux essais cliniques. Donc, clairement, j'ai parlé beaucoup de choses positives. Il est maintenant temps de rester raisonnable et de suivre le chemin et la voie tracée par Jacques Bringer en étant humble. Ce n'est pas pour notre collègue italienne que j'ai choisi cette diapositive, mais j'aurais pu. Tout le monde se souvient de cette magnifique aventure dans laquelle s'embarquèrent quelques centaines de passagers. Et est vrai que, alors que ça ne paraissait pas très évident, certaines aventures se terminent moins bien que prévu. Il est clair que nous sommes là et qu'il est important de ne pas nous retrouver là dans 20 ou 30 ans. Et il est clair aussi que beaucoup d'incertitudes persistent. Mortalité, morbidité précoce. Aucun taux de mortalité ne peut être jugé d'acceptable. Fût-il à 1 pour 1000, c'est inacceptable chez des patients qui sont jeunes, mères de famille, âgés de 30 ans la plupart du temps, et en forme, bien qu'obèses et diabétiques. Néanmoins, aujourd'hui, la mortalité de cette chirurgie est, dans les centres expérimentés, français, mais scandinaves notamment, réduite à quelques pour 1000, même avec les opérations les plus lourdes. Donc on arrive à une mortalité qui correspond à celle de la chirurgie digestive de type vésicule biliaire, donc une mortalité relativement modérée. Jamais acceptable, bien sûr, et on s'attelle tous à ce qu'elle soit asymptotiquement nulle. Mais la morbidité est importante. 5% des patients auront une complication sévère suffisamment pour entraîner une réintervention ou une prolongation de l'hospitalisation. Donc clairement, il reste un gisement de progrès précoce. Mais plus important encore, et ça a été bien situé tout à l'heure pour le traitement médical, ce sont les résultats au long cours. J'ai la chance d'être assis sur les épaules de Charles Proy, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui m'a lancé sur cette aventure il y a maintenant plus de 20 ans. Et donc il a opéré dans les années 80-90 des patientes. Voilà une jeune patiente qui venait nous montrer son bébé, qui venait lui montrer, je n'étais qu'interne, son bébé, alors qu'elle venait de maigrir. Mais moi j'ai revu les mêmes 20 ans plus tard, la reprise de poids, la petite fille était ici. D'accord ? Donc, et bien sûr, reprise de poids, on l'a dit, mais réapparition du diabète, ce n'est pas une magie, ce n'est pas miraculeux, et ces choses-là vont être évaluées. Effets secondaires inattendus, il faut s'y attendre. Il y aura des effets secondaires comme dans tout traitement efficace. Effet transgénérationnel, on est au front de la recherche. Que se passe-t-il chez ces jeunes enfants nés de mères qui étaient en train de subir, entre guillemets, les effets de la chirurgie bariatrique ou métabolique ? Donc on a beaucoup de questions en suspens et auxquelles il faudra patiemment et prudemment répondre avec des études bien construites. Et puis enfin, cette chirurgie, elle n'a pas pour seul objectif de se suffire elle-même, elle ouvre une aventure nouvelle qui bien sûr permettra de mieux comprendre les rapports entre le tube digestif, sa physiologie et le diabète, et certainement imaginer d'autres approches non chirurgicales, en fait interventionnelles. La chirurgie de demain sera probablement plus à base de cicatrices et de plaies, mais d'interventions transorificielles. Et voilà ici quelque chose que nous venons de commencer à étudier à Lille, chez quelques patients, 8 déjà. Et donc c'est un dispositif qui reproduit partiellement la chirurgie en chemisant le duodénum et en séparant le passage de l'aliment avec celui du chyle digestif et des parois duodénales. Donc voilà typiquement ce genre de choses qui sont en train de se mettre en mouvement et qui peut-être permettront de déployer ce traitement interventionnel de façon plus large dans les années à venir. Il est temps maintenant de s'arrêter pour laisser la place aux autres exposés.
Et donc, bien sûr, on parlera de recommandations à la fin. Et puis remercier beaucoup de gens qui nous entourent à Lille pour travailler sur ce sujet au sein de l'Institut qui a été récemment créé sur le diabète à Lille. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Beaulieu. Merci, M. Patou, pour ce brillant exposé et les questions que vous posez. Je pense qu'il y a une question, Madame. Merci, monsieur, pour cet exposé remarquable. J'aimerais vous poser une question à propos des phénotypes des patients. Est-ce qu'il y a des phénotypes de patients chez lesquels cette chirurgie réussit et d'autres chez lesquels vous avez des échecs? Alors cette question est évidemment essentielle, elle était au cœur de l'exposé précédent. Dans tous les traitements, bien sûr, le choix du traitement en fonction des répondeurs, donc la prédiction est essentielle. Actuellement, malheureusement, la seule prédiction qu'on ait dans la littérature, c'est les gens qui ont un diabète plus modeste vont être plus facilement guéris. Mais bon, ça, la palisse l'aurait dit. Et donc, clairement, l'enjeu, c'est de découvrir, comme pour le collègue médecin, avec des biomarqueurs prédictifs du devenir de ces patients. Et c'est l'objet de beaucoup d'études aujourd'hui dans les séries de patients opérés pour comprendre ce qui différencie ceux qui vont bien répondre et ceux qui ne vont pas bien répondre. Juste pour vous donner une petite idée, dans la série de 25 patients dont je vous ai parlé, à 1 an, 19 d'entre eux étaient en rémission. À 5 ans, 12 d'entre eux étaient encore en rémission. Donc on voit que le diabète peut revenir. Et séparer ces 12 et ces 13 patients qui sont ou pas encore diabétiques 5 ans après est une question essentielle. Nous n'avons pas la réponse, sauf de vous dire que moins diabétique avant, plus de chances d'être guéri après. Mais ça n'est pas encore la vraie réponse. Une petite question, mais ça va peut-être être abordé tout à l'heure. C'est les bénéfices au niveau cardiovasculaire. Vous avez noté effectivement une amélioration considérable du diabète, mais il y a une récente publication dans Heart que vous connaissez peut-être, où une étude chez 600 ou 700 malades a montré une baisse spectaculaire, 63% des hypertendus normalisés, 73% des diabétiques, vous l'avez dit, et 65% des dyslipidémiques. Alors, est-ce que vraiment il est prouvé une amélioration des accidents cardiovasculaires après ce type d'opération? Votre question soulève le problème plus vaste du syndrome métabolique, d'où le nom de chirurgie métabolique, car elle est efficace effectivement sur l'ensemble des 3 composantes. Sur l'hypertension artérielle, à court terme, ces chiffres sont fréquemment reportés, mais l'hypertension artérielle est de tous les symptômes qui sont améliorés, celui qui récidive le plus vite, le plus difficile à traiter au long cours, probablement parce qu'il a une vie propre. Ceci dit, en termes d'événements cliniques tels que les accidents vasculaires et les infarctus, vous avez vu tout à l'heure la démonstration, 15 ans après, il faut bien sûr beaucoup de temps pour des événements cliniques, de la diminution des morts par infarctus, critère de jugement s'il en est solide. Donc mort par infarctus divisé par 2 dans le groupe chirurgical, et cela survient notamment chez les patients qui sont hyperinsuliniques, donc nos patients avec syndrome métabolique, hyperinsulinisme au départ.